Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'amphithéâtre Einstein pour la deuxième fois de la journée. Je vais commencer par vous raconter une histoire. Quand j'étais petite, j'avais beaucoup de cousins. Alors je vous rassure, j'ai encore beaucoup de cousins, sinon ce serait un peu triste. Et on était en Bretagne, et quand il pleuvait, on allait toujours se balader. Donc on était comme ça en randonnion. Je crois que c'est moi qui suis devant là, mais toujours est-il que vraiment, on était ravis d'aller se balader. On était toujours obligés d'aller se balader, et puis après, on avait le droit de regarder la télé. Et quand on regardait la télé, il nous arrivait de regarder Top Gear. Je ne sais pas si vous connaissez. On va faire un petit revival. Alors, il n'y a pas le son, vous n'en avez pas besoin. Le principe de cette vidéo, c'est ce monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle. Il se donne une mission, c'est de détruire un pick-up Toyota. Et il va faire des trucs vraiment très marrants. Donc on voit déjà que le pick-up, il n'est pas super en forme. De mémoire, voilà, il commence par lui faire prendre les escaliers. Donc ça paraît pas très impressionnant comme ça. Et puis après, je me suis dit, si ma Clio, je lui faisais descendre des escaliers, je pense qu'elle serait vraiment pas dans le même état que leur pick-up ensuite. Je vais avancer après, parce que bon, moi je m'en lasse pas de cette vidéo, mais peut-être que vous allez vous en lasser un petit peu. Mais bon, on voit que globalement, ça se passe bien. Ensuite, il essaye de l'encastrer dans un arbre, de mémoire. Là, déjà, elle en ressort un peu abîmée. Ceci étant dit, vous allez voir qu'après, il va y avoir 2-3 coups de bricole, mais en fait, elle va repartir, parce que notamment, le radiateur va bien, comme il le dit. Voilà, magnifique. Elle repart. Je pense que le truc d'après, c'est ma préférée. Je ne sais pas si vous allez souvent à la mer, alors pas en mer Méditerranée, mais en Bretagne, il y a des marées. Et il y a un endroit d'ailleurs, pour ceux qui veulent une voiture dont ils veulent se débarrasser, il y a un endroit dans Vannes, vous avez le droit de stationner, mais par temps de grande marée, votre voiture, en fait, elle est sous l'eau. Et généralement, elle ne redémarre pas. Donc là, c'est ce qu'ils font. Ils attendent que la marée monte, pas qu'elle emporte la voiture, mais ils se disent, ok, là, elle redémarrera plus. On va la regarder quand elle sort de l'eau. Là, elle est encore dans l'eau, mais globalement, elle se porte pas très très bien. Ils vont la secourir, c'est un peu long ce passage-là. J'ai quand même envie, après on s'arrêtera parce que vraiment, je ne vais pas vous montrer les 8 minutes de vidéo. Mais globalement, elle est pas très en forme, mais en fait, elle arrive à repartir. Je vais avancer pour vous montrer ça. Le problème, c'est que je n'ai pas chargé la vidéo avant, je n'ai pas tout bien préparé pour cette conférence. Mais globalement, voilà, ils enlèvent un peu de sable, il la répare et elle repart. Soit vous me croyez sur mesure, soit je vous envoie le lien de la vidéo, mais on le trouve assez facilement sur YouTube. Du coup, qui je suis, à part une fan un peu cachée de Top Gear, je m'appelle Aurore Malherbe, je suis CTO et cofondatrice de Paddock. Qu'est-ce que ça fait, Paddock ? On construit, on opère et on sécurise des infrastructures cloud et on-premise. Quand je dis on, c'est moi, mais c'est surtout mon équipe d'une petite 60aine de personnes. Et puis, d'un point de vue plus perso, quand je regarde pas Top Gear par temps de pluie, je fais du trail et puis de la couture. Pourquoi je vous montrais Top Gear et Toyota ? Ça a un rapport avec ce monsieur. Est-ce que quelqu'un sait qui c'est ? C'est l'inventeur du Lean, exactement. C'est Taishi Ohno, c'était un des patrons de Toyota dans les années 1950. Et c'est à lui qu'on doit beaucoup de joyeuseté du Lean, dont le Kanban, la 3, le Gemba, le Kaizen. Bref, aujourd'hui, une bonne partie des pratiques que j'utilise au quotidien avec mes équipes, je les dois à ce monsieur. Il a une théorie, ce monsieur, qui se résume en un schéma, qui est le TPS. Le TPS, ça veut dire Toyota Production System. Ça ressemble à un temple, c'est pas forcément super digeste, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Il y a un truc qui m'a toujours perturbé, c'est que pour moi, quand on construit une maison, on commence par les fondations, mais non, dans le Lean, on commence par le toit. Vraiment, j'arrive pas à me l'expliquer, mais du coup, je vais vous l'expliquer comme lui, il l'expliquait. L'idée d'une entreprise Lean, c'est que déjà, elle se focus sur la valeur client. Donc c'est vraiment comment mon client est satisfait, comment mon client est engagé, comment je peux toujours plus lui apporter de valeur.
Et pour ce faire, il y a 2 piliers. Le premier pilier, c'est le juste à temps. Alors le juste à temps comme concept, ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que l'objectif, c'est de détecter les problèmes le plus tôt possible dans votre flux. Donc, notamment, c'est vraiment à ça que sert le Kanban, c'est de se dire je fais les choses une par une, et quand j'ai un problème, je le vois arriver, je ne peux pas passer à autre chose, donc je suis obligée de m'y frotter. Et du coup, le deuxième pilier nous sert à résoudre ces problèmes le plus vite possible. On les identifie. Et ensuite, il y a des outils du Lean comme Landon. Le Landon, c'est le fait de toujours aller demander de l'aide à son manager qui, s'il ne sait pas, qui demande de l'aide à son manager, c'est une chaîne d'aide. Le Pokayoke, c'est le fait vraiment d'arrêter, par exemple, la ligne de production et de se dire, si on produit une pièce qui est défectueuse, stop, on continue pas, on s'arrête, on règle le problème, et comme ça, on ressort des pièces qui sont dans des bacs verts, ce qu'on appelle. Donc voilà, vous avez le juste à temps et le Jidoka. Et tout ça, ça marche si on est continuellement en train d'essayer d'améliorer ses standards de travail, comprendre ce qu'on fait. Et il y a vraiment une grosse notion d'apprentissage dans le Lean. Donc ça, c'est la théorie. Je vous la fais très basique. Je pense que s'il y a des coachs Lean dans la salle, ils ont peut-être envie de me remonter les bretelles. J'en suis désolée. Donc voilà, prenez pas ça pour argent complètement comptant, mais vous avez les gros principes. En pratique, chez Paddock, le Lean, c'est pas aussi bien structuré. On n'arrive pas à tout faire, mais globalement, je pense qu'on a une culture du Lean qui se voit par 3 points. Déjà, on a une culture client. Donc nous, vous l'avez peut-être pas complètement compris en introduction, mais on fait des services. Donc on crée des infrastructures pour des clients finaux, qui sont aussi bien des scale-up que des grands groupes. Toutes les semaines, on va demander à notre client, qui est généralement notre product owner ou le sponsor étant celui qui a commandité la mission, on va lui poser un questionnaire. Dans ce questionnaire, il y a 4 questions. Est-ce que vous êtes satisfait de la vitesse de delivery de l'équipe ? Est-ce que vous êtes satisfait de l'accompagnement de l'équipe ? Est-ce que vous êtes satisfait de la documentation que produit l'équipe ? Et ensuite, est-ce que vous seriez prêt à recommander Paddock ? Et de là, on sort une note. Donc on prend les 2 premières questions, ça nous donne une note sur 10. La question de la recommandation, il y a pas du tout, pas vraiment, oui, bien sûr. Donc le client est obligé de faire un choix, il n'y a pas de recommandation neutre. Et on a un standard. C'est-à-dire que toute équipe qui n'a pas au moins 8 sur 10, oui bien sûr, à ce questionnaire, tombe en ce qu'on appelle en bac rouge. Et en fait, tout ça, ça engendre un process d'amélioration continue, de résolution de problèmes dont je vais vous parler juste après. L'idée, c'est quoi ? C'est pas de blâmer les équipes. Il n'y a aucun problème à être en bac rouge, ça arrive. Je vous en reparlerai, mais généralement, les équipes sont pas vraiment responsables de ça. Par contre, elles sont responsables de chercher à s'améliorer, de chercher des solutions. Et moi, notamment en tant que manager, je suis responsable de les aider à trouver des pistes. Mais donc voilà, je pense que Paddock est une entreprise Lean, notamment parce qu'on est tourné client et on se demande comment toujours plus les engager. Donc vous voyez, il y avait un projet en bac rouge. L'idée de ce projet-là, c'est de se dire, OK, comment on le sort du bac rouge ? Et puis les projets qui sont verts, l'idée, c'est de se dire, OK, comment on reste au vert ? Pour info, le waouh, c'est quand on a 10 sur 10, oui, bien sûr, et que globalement, on n'arrive pas à faire mieux. L'idée, c'est de maintenir tout ça. Deuxième chose, je vous en ai un peu parlé, l'idée c'est d'avoir une culture du PISCAR. Alors un PISCAR c'est quoi ? C'est je ne sais jamais si c'est acronyme ou anagramme. Si quelqu'un a la réponse, venez me voir après, comme ça j'aurai appris un truc. Mais globalement, c'est une méthode de résolution de problèmes qu'on a plus ou moins inventée, qui nous permet d'avoir un framework, un cadre, quand on s'attaque à quelque chose. Donc on spécifie le problème. Par exemple, à ce sprint 4, j'ai eu 7 sur 10, oui bien sûr. On parle de l'impact du problème, parce que des problèmes, on en a tous beaucoup. Après, il y a des problèmes qui ont un gros impact ou qui ont un gros risque de se reproduire. Et puis, il y a des problèmes, on les a eu une fois, en fait, c'était pas grave. Ou alors, on les a eu une fois, c'était grave, mais c'est bon, on a une cicatrice. Et en vrai, on avance. Et puis, il y a des problèmes auxquels on décide de s'attaquer. Et grâce à ce frame-là, ensuite, on décrit la situation. Donc, c'est selon le type de problème qu'on va résoudre, c'est soit la situation idéale, donc comment ça aurait dû se passer de manière standard, et en fait, de là, on en déduit des causes, parce qu'on voit les écarts avec ce qui aurait dû se passer, soit des fois, on ne connaît pas la situation standard, et là, l'idée, c'est de regarder la situation réelle, et de se dire, bon, ok, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, et à mon avis, où est-ce que ça a foiré ? Je dis à mon avis, mais la résolution de problème, c'est généralement quelque chose qu'on prépare tout seul,
et qu'on challenge ensuite, parce qu'on a toujours des meilleures idées en équipe. Vous ne l'avez pas dans l'exemple ensuite, mais le A, c'est pour les actions qu'on prend, et le R, c'est pour les résultats attendus. Donc, on regarde ce que veulent nos clients, on essaye de résoudre les problèmes de nos clients et nos problèmes à nous qui nous permettent de ne pas vraiment servir le client. Et le dernier truc, c'est 2 outils dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais l'idée, c'est qu'on essaye vraiment d'être des managers lean. On y arrive dans une certaine mesure, pas tous les jours, pas toujours de la meilleure manière. Mais l'idée, c'est d'avoir des outils à disposition en tant que manager pour vraiment avoir une entreprise lean qui cherche de la valeur client et de l'apprentissage. Donc, moi, aujourd'hui, je vais plus spécifiquement vous parler du Gemba et du Kaizen, mais avant ça, j'aimerais revenir au rôle du manager. Le rôle du manager, avant, alors, disclaimer, j'ai une 30aine d'années, donc avant, c'est ce que j'en ai entendu, c'était command and control. Donc l'idée, c'est je donne une direction, il n'y a pas à challenger, à discuter ou quoi que ce soit. La discussion, elle est par là. Et puis ensuite, en tant que manager, je viens contrôler régulièrement que la direction, que l'équipe suit bien la direction que j'ai donnée, que ce soit pertinent ou non à l'instant T, c'est pas grave, j'y vais. Un manager lean, l'idée, c'est qu'il remplace le command and control par orient and support. Donc l'idée, c'est qu'un manager, il doit donner une direction. À un moment, il est là pour ça. Si vous êtes notamment un dirigeant d'entreprise, vous avez une vision pour l'entreprise. Vous devez, à votre équipe, de lui dire on va plutôt vers le nord que plutôt vers le sud. En l'occurrence, moi, on va plutôt à l'ouest, parce que j'aime bien la Bretagne. Mais ça, c'est une autre histoire. Et derrière, une fois que vous leur avez donné la direction, vous leur donnez en fait les clés du camion, et vous êtes là pour les supporter, pour leur donner un cadre qui leur permet de ne pas complètement se perdre, mais qui leur donne un espace de liberté. Pablo parlait d'espace de liberté tout à l'heure en keynote d'ouverture, je suis complètement alignée avec ça. La grande question maintenant, c'est comment on fait ça. Parce que c'est sympa, orient and support, dans la philosophie, mais concrètement, au quotidien, comment on fait? La grosse barrière, pour moi, à l'orientation, et en tout cas à la bonne orientation, parce que c'est facile d'orienter, c'est très difficile d'orienter dans la bonne direction, c'est la tour d'ivoire. La tour d'ivoire, c'est quoi? C'est quand vous êtes une petite équipe, vous êtes 5-10, en vrai, vous êtes manager de l'équipe, mais vous êtes au contact du terrain. Vous savez quels problèmes rencontrent vos équipes tous les jours, vous savez ce que le client veut. Vous avez même parfois encore les mains dans le cambouis. Mais en fait, plus vous grossissez ou plus l'entreprise grossit, plus vous perdez le visu de ce qui se passe vraiment concrètement dans le quotidien des équipes et vous rentrez dans votre tour d'ivoire. Là, c'est le moment gênant, parce que c'est le moment où je vais vous dire, en tant que manager, vous devez faire l'hélicoptère. Alors, comme je suis une femme, ça passe. Mais faire l'hélicoptère, c'est quoi? Je vous laisse rigoler, parce que je vais essayer de moi pas rigoler. L'idée, c'est que, en fait, vous devez forcément, en tant que dirigeant, prendre de la hauteur. Donc être en haut de vos tours d'ivoire, vous dire ok, où veut aller le marché, où veut aller nos clients, où est-ce que nous on veut aller, quel type de boîte on veut construire. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire uniquement quand vous prenez du recul, quand vous n'avez pas les mains dans l'opérationnel de tel projet qui se passe mal, telle personne qui a un sujet d'orientation de carrière X ou Y. Vous pouvez le faire que vraiment quand vous... j'ai step back en tête, mais bref, quand vous prenez un pas de recul en arrière. Ceci étant dit, si vous faites que ça, en fait, vous allez prendre des décisions complètement absurdes pour vos équipes. Et donc, le principe, c'est de régulièrement redescendre au niveau du terrain, comprendre ce qui se passe pour vos équipes, et puis remonter, faire de la stratégie. Et ça permet de vous assurer que la stratégie, la vision, la direction que vous donnez à votre équipe, elle est complètement, excusez-moi le mot, mais elle n'est pas complètement déconnante vis-à-vis de ce qui se passe dans la vraie vie de vos équipes. Et pour ça, un outil, c'est le Gemba. Alors, pourquoi je vous ai mis Gemba en japonais? Alors, disclaimer, en fait, c'est pas Gemba, c'est Saichi, parce que moi, on m'a toujours dit que Gemba, ça voulait dire terrain. Et puis, en préparant cette conférence, j'ai fait traduction Gemba en écriture japonaise, et Google Traduction m'a dit je connais pas.
Donc j'ai pas résolu ce mystère parce que je me dis quoi, ça fait 5 ans qu'on me ment en disant que Gemba ça veut dire terrain et en fait terrain ça se dit absolument pas comme ça. Bref, passons. Je me rends compte d'ailleurs que je vous ai pas expliqué le lien entre Top Gear et Taishi Ohno. C'est Toyota le lien et c'est le fait que Toyota ils sont vraiment reconnus dans l'industrie pour produire des pièces qui ont zéro défaut, des voitures qui durent, etc. Et ce qu'il se dit, c'est que c'est grâce au lean. On revient au Gemba. Le Gemba, c'est quoi ? Le Gemba, déjà, c'est une routine hebdomadaire. Je vous expliquerai après concrètement comment ça se passe un Gemba, mais déjà, on ne fait pas un Gemba, on fait des Gemba. Donc vous voyez, c'est un créneau qui a lieu toutes les semaines. En ce moment, j'essaye même d'en faire 2 par semaine. Un Gemba, c'est plutôt avec une personne ou une équipe, et c'est sur un projet. Donc nous, le projet va être un support. Là, par exemple, j'ai fait un Gemba avec Arthur, qui est tech lead, sur un projet qu'on fait avec la Digital Factory de Colas. On prend 45 minutes. L'idée, c'est de ne pas y passer l'après-midi. Une demi-heure, c'est trop court. On se fait embarquer dans des sujets et on n'arrive pas à suivre. Mais l'idée, c'est que c'est une routine. Vous en faites 2 par semaine, 1 par semaine, 1 par mois. À la limite, la fréquence, on s'en fiche. Mais ce qui est vraiment important, c'est que c'est un peu comme se laver les mains, c'est une hygiène de vie. Si vous en faites un, vous allez avoir des insights, mais vous n'allez pas comprendre vraiment comment fonctionne votre boîte, parce que chaque projet est différent, chaque équipe est différente. En l'occurrence, chaque tech lead est différent. Deuxièmement, un Gemba, c'est une intro qui est toujours la même. Je vais vous faire l'intro que je fais à chaque fois, et quelque chose qui est important, c'est que je la refais tout le temps. Arthur, par exemple, il en est à son, 5e Gemba avec moi. Je pense qu'il en a marre des 2 premières minutes parce qu'il sait exactement ce que je vais lui raconter. Mais je vous dirai après pourquoi c'est important. L'idée, c'est que quand j'introduis un Gemba, déjà, je remercie l'équipe de prendre du temps parce que 45 minutes, de temps en temps, c'est chargé. J'hésite pas aussi à dire que si c'est pas le bon moment, s'il y a un feu en production, on va peut-être pas s'arrêter 45 minutes pour discuter avec son manager. Donc déjà, faut pas hésiter à demander est-ce que c'est le bon moment, est-ce que tu as du temps. Ensuite, remercier la personne. Et puis ensuite, je dis à la personne, donc le Gemba, l'idée, c'est de sortir de sa tour d'ivoire pour un manager. Donc c'est l'objectif pour moi en tant que CTO, c'est de comprendre ce que tu vis quotidiennement sur le terrain, dans ton équipe, sur ton projet. Du coup, je vais te poser plein de questions. Il y a plein de questions, tu vas te dire que j'attends une réponse. En vrai, j'attends pas de réponse. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mon objectif à ce moment-là, c'est absolument pas de juger, c'est de découvrir les choses que je ne sais pas. En fait, il y a plein de choses où je me dis que les équipes font ça de telle et telle manière, elles savent faire ça ou elles savent pas faire ça. Et mon but, c'est de valider ces hypothèses-là ou de les invalider, d'ailleurs, mais c'est vraiment de découvrir et c'est pas un moment de jugement. Et ça, pourquoi je le répète à chaque fois ? Parce que je pose des questions en disant c'est qui ton client ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ton succès ? Et par exemple, la notion de succès, c'est des objectifs à 1, 2, 3 mois qu'on se fixe dans l'équipe. On a une définition de ce qu'est un bon succès chez Paddock. Spoiler alerte, tous les projets n'ont pas ce qu'on va appeler un bon succès. Et mon but, c'est pas de me dire « Ah ok, Arthur, sur ses projets, il sait pas faire un succès, il n'y a pas de bon succès. » Et mon objectif, c'est pas qu'il change son succès en live en se disant « Ah ok, je pense qu'elle veut entendre ça, du coup je vais lui répondre ça. » Non, je m'en fiche. En fait, si Arthur, il n'a pas de bon succès, c'est qu'il a peut-être pas été formé. C'est peut-être que le projet a pas été bien vendu. Il y a potentiellement plein de causes à ça. Et moi, mon objectif en tant que manager qui fait un Gemba, c'est de le découvrir et absolument pas de noter Arthur. Et puis, dernière chose, je vous l'ai dit, je me suis spoilée, c'est un outil de découverte. Pourquoi j'ai mis un castor en emoji ? En vrai, ça a du sens, j'ai pas fait ça au pif. L'idée, c'est qu'il faut suivre le flow pendant un Gemba. Quand j'introduis un Gemba, j'ai toujours un set de questions, je vous l'ai donné, mais déjà, c'est me rappeler qui est mon client. Moi, ça me permet des fois de me rendre compte qu'on a des équipes qui ne sont pas complètement au fait du business du client, et ça me permet de me dire, ok, est-ce que c'est un pattern, est-ce que c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, je demande quel est l'objectif du client, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait nous pour atteindre cet objectif. Et après, ça va vraiment dépendre des réponses que j'ai. Je vais vraiment suivre le flux. Si je me rends compte qu'on veut plutôt parler méthodo, organisation, parce qu'en fait, c'est là où il y a des blocages, je vais aller par là. Si je me rends compte qu'on a des gros sujets techniques, je vais plutôt aller sur la partie technique, quitte à aller jusqu'à regarder du code, des pull requests, le flux de production technique.
Il y a un truc qui est faux, je vous ai dit, on va aller, je vais regarder là où on veut aller. Justement, je vais généralement pas là où l'équipe a envie que j'aille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si elle a envie que j'aille par les projets, généralement, c'est qu'elle se dit « Ouais, j'ai fait un bon truc en projet. » Et c'est cool. Et vous verrez dans les règles d'or, une des règles d'or du Gemba, c'est de mettre du positif. Mais moi, mon but, c'est aussi d'aller voir ce qui marche pas, d'aller concrètement regarder ce qui marche pas. Donc l'idée, c'est vraiment de pas avoir de plan défini, si ce n'est d'aller creuser, entre guillemets, là où ça fait mal, tout en ayant rappelé au début que l'objectif, c'est pas de juger, c'est pas de faire mal, mais c'est vraiment d'arriver à comprendre ce qui fonctionne pas dans le cadre du projet pour le ramener à l'organisation, pour s'améliorer. À quoi ça a servi mes Gemba là, dans les quelques derniers mois chez Paddock ? Par exemple, on a un client qui s'appelle Celency, c'était un projet court, c'était 6 à 7 semaines. J'ai fait avec un Gemba avec Rémi, qui est tech lead sur Celency. Ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, les débuts de projet, on était à la fois bon et à la fois pas bon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on commençait, là c'est en l'occurrence, on montait une infrastructure from scratch, et en fait chaque tech lead a ses bonnes pratiques, ses bouts de code à lui, etc. On n'a pas d'homogénéité Paddock à ce niveau-là. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, on partait même presque avec un peu de la dette technique, parce que selon l'expérience que le lead avait avec ces technos-là, etc., on n'avait pas forcément les bonnes pratiques. Ça, je m'en suis aperçu en faisant un Gemba avec Celency. Je vous reparlerai d'Epsor après, mais je m'en suis aperçu une deuxième et une troisième fois sur des projets. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? On a fait un break, on a arrêté Paddock et on a codé, parce qu'on a une bibliothèque de composants. En l'occurrence, chez nous, c'est des modules Terraform, mais on s'est fait de l'inner source pour se dire, OK, quand on démarre un projet, en fait, on a toujours la brique la plus à jour dont on a besoin et on la refait pas à chaque fois. On recode pas la roue. Sur un des clients qui est confidentiel, je me suis aperçue en discutant avec le lead qu'en fait, il y avait un gros flou artistique sur comment on gère une cérémonie dans un sprint. Est-ce qu'en fait, on la compte en nombre de points, on fait un ticket, etc. Et puis, la cérémonie, elle est de 15h à 17h. Nous, on finit nos journées plutôt vers 18h30. Du coup, est-ce qu'après, on doit compter des points, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une équipe qui ratait tous ces sprints. Et moi, je me suis dit, OK, on va parler de difficultés techniques, on va parler de dépendance avec les équipes de développeurs, etc. Non, en fait, pourquoi elle rate ses sprints ? Parce que, de manière complètement mécanique, l'équipe se mettait dans une position où, de toute façon, elle ratait ses sprints parce qu'elle se disait qu'en 1h30 de temps après la cérémonie, ils allaient réussir à faire 3-4 points. Enfin bref, ça ne marchait pas, les mathématiques ne fonctionnaient pas. Mais en fait, ils ne savaient pas quelle était la bonne manière de faire. Ils pensaient que c'était celle-là. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai pu les aider sur le moment en leur disant maintenant, le prochain sprint, vous faites comme ça, on se remet dans une dynamique positive, on ne commence pas le sprint avec 5 points de retard, en sachant que de toute façon, on était forcément en retard. Et puis derrière, ça permet de clarifier le standard pour toute l'équipe. Discussion un peu plus technique, je fais un Gemba sur Mano Mano. Alors c'est une équipe SecOps, c'est une équipe sécurité en l'occurrence. Ça m'a permis de me rendre compte qu'on avait une super théorie sur comment on sécurise un bucket. En l'occurrence c'était un bucket S3, mais en fait comment on sécurise un file storage. Et ça l'équipe le savait, Thibault le savait, mais c'était pas partagé à Paddock. Donc l'idée ça c'est de noter, ok, c'est ce genre de truc qu'on va pouvoir partager derrière en Yokoten avec l'équipe technique. Alors, je vous raconterai, si vous me posez une question là-dessus, ce qu'est un Yokoten, mais je découvre aussi des bonnes pratiques, des savoir-faire en termes vraiment techniques. Dernier apprentissage que je voulais partager avec vous, j'ai fait un Gemba avec Yulen, donc Yulen fraîchement lead. Son premier projet, c'est pour un client qui s'appelle Epsor. Et puis, petit à petit, on en vient à regarder le Trello. Donc chez nous, c'est l'outil qu'on utilise classiquement pour suivre ce que font les équipes techniques. Et on parle des code review. Et on regarde une code review, Yulen il montre ce qu'il regarde, etc. En vrai, il le fait très très bien. Donc déjà, je lui dis. Mais il me dit, mais en fait, j'ai aucune idée de si je fais bien ou pas. Parce que moi, dans mon équipe avant, quand j'étais Ops et pas lead, je faisais des code review. Mais en fait, elles étaient plus ou moins guidées par ce que faisait mon lead. Donc, je le refais par mimétisme de ce que j'ai appris. Mais en fait, on n'a pas de formation au code review quand on passe tech lead, alors qu'on est vraiment la dernière barrière de la qualité. Ça me permet d'apprendre qu'il faudrait qu'on fasse une formation sur les code review.
Petit point qui a son importance, cette formation sur les code review, elle n'existe pas encore. Pourquoi ? Parce que quand on sort de Gemba, on a énormément d'idées, énormément d'actions à prendre, on voit plein de dysfonctionnements. Il faut les prioriser. Je vous en parlais quand je vous parlais du Piscar, mais tous les problèmes n'ont pas le même impact. Deux, on a un temps limité, donc ça alimente un backlog. C'est quoi les 7 règles d'or du Gemba ? La première, l'introduction, toujours tu feras. Je vous en ai parlé. L'idée, c'est vraiment de déculpabiliser les équipes et qu'elles vous racontent ce qu'elles vivent vraiment et pas ce qu'elles pensent que vous avez besoin d'entendre. Le pendant de ça, c'est que il ne faut jamais reprocher ce que vous avez entendu en Gemba à votre équipe, parce que sinon, c'est fini, là, vous perdez toute crédibilité. Et puis, la prochaine fois, vous verrez que vos projets vont super bien. Et puis, un jour, vous allez perdre des clients petit à petit en un, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Il faudra revenir à l'introduction. Ensuite, curieux, tu seras. L'idée, c'est de ne pas se faire embarquer dans le flow qu'on vous propose, c'est d'aller chercher ailleurs à côté. Et puis il y a un truc quand même, c'est que l'être humain adore quand on s'intéresse à lui. Donc plus vous posez des questions, plus vous engagez la discussion, plus vous allez aussi avoir une personne qui se dit « Ah ouais, trop cool, en fait, mon manager, il n'en a pas rien à faire de comment je code ce module-là. » Il se pose vraiment la question. Donc, jamais tu ne jugeras. Je ne reviens pas là-dessus, vous avez compris. Positif, tu seras. Plus on grandit, moins on passe de temps sur le terrain avec les équipes. Donc moins on passe de temps, moins on a de possibilités aussi de leur dire qu'elles font du bon taf. Et si j'ai un bouquin à vous conseiller, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de lire Radical Candor de Kim Scott. C'est un bouquin sur comment faire du feedback et il y a toute une partie qui, moi, m'a impressionné sur le feedback positif. On a tendance à tous préparer très très bien nos feedbacks négatifs pour que la personne soit dans les bonnes conditions, pour l'entendre, le comprenne, etc. Et puis, quand on fait un feedback positif, globalement, on dit « tu fais bien ton job, c'est cool, merci ». Alors déjà, on dit merci, ça c'est bien, mais le « tu fais bien ton job », c'est vraiment le truc le moins concret de la Terre. Si la personne en face de vous a un peu le syndrome de l'imposteur ou pas confiance en elle, en fait, c'est pire que mieux, parce qu'elle se dit « Ouais, ok, elle m'a dit tu fais bien ton job », parce qu'en fait, elle sait pas vraiment ce que je fais bien. Les Gemba, ça vous donne vraiment un outil pour dire « Waouh, c'est trop bien ». Cette manière que tu as, par exemple, Rémi, il a une manière de consigner des techniques qui est super claire et qui lui permet d'en prioriser à chaque sprint. Moi, à la fin de chaque Gemba, je prends le temps de dire « Ok, ça, c'est vraiment bien. Si tout paddock le faisait, on serait super fort, c'est trop cool ». Ensuite, tu te demandes constamment, alors il faut être un peu schizo pendant le Gemba parce qu'il faut poser des questions à la personne et puis il faut être en train de se dire ok, mais en fait ça, est-ce que c'est à l'échelle du projet, est-ce que c'est à l'échelle de la personne, est-ce que c'est à l'échelle de l'organisation? Si on revient au rôle du manager, c'est orienter et supporter. Moi je pense qu'on oriente en donnant une direction et un cadre. Et la question qu'on doit toujours se poser, c'est ok, est-ce que le cadre que je suis en train de donner, est-ce que par exemple la méthode que je propose à mes équipes, c'est la bonne méthode ou est-ce qu'en fait elle leur met plus de bâtons dans les roues qu'elle leur apporte de bienfaits? Ensuite, l'idée du Gemba, c'est de ne pas réagir tout de suite. Parce que je vous l'ai dit, moi je sors généralement avec 4-5 idées. Donc déjà, si je voulais réagir tout de suite, je ferais que ça dans ma semaine. On ne recruterait plus, par exemple, j'aurais plus le temps pour faire des entretiens. Et puis il y a des fois des phénomènes qui vont être épisodiques et qui finalement n'ont pas un gros impact sur votre organisation. Donc l'idée c'est de voir, ok, est-ce que c'est quelque chose qui se répète? Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment apporter de la valeur? Est-ce que c'est quelque chose qui va... moi je me pose aussi la question de comment les équipes vont le recevoir. Des fois il y a des quick wins, des fois il y a des choses qu'on voit une seule fois, mais on se dit, ok, si je change ça, par exemple, je vais changer la vie des leads. Donc du coup, même je l'ai vu une fois, mais en fait je sais que ça va être reçu par les équipes comme, ok, on est mis dans des conditions pour vraiment bien faire notre boulot. Et du coup, si tout de suite tu réagis pas, l'idée c'est quand même ensuite de réfléchir. Un des risques du Gemba, pour être très honnête, c'est d'en faire, d'apprendre des trucs, d'avoir des idées, mais qu'il se passe jamais rien. Ça, c'est pas une bonne chose non plus. Là-dessus, un conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir de la accountability. D'avoir quelqu'un, que ce soit votre binôme, votre N+1, même quelqu'un de votre équipe que vous managez. Il sait que vous faites des Gemba, il sait pourquoi vous le faites, et tous les mois, tous les 2 mois, 3 mois, selon votre fréquence de Gemba, vous faites une review avec lui de vos Gemba, donc vous lui racontez, et vous vous assurez que vous prenez une action.
Du coup, est-ce que c'est vraiment utile? Je vais passer un peu plus vite. Oui, c'est vraiment utile. Ça permet d'apporter de l'aide ponctuelle sur les projets. La gestion des points en cérémonie en est une. Ça permet de lancer des gros chantiers, l'Inner Source par exemple chez Paddock, et puis ça vous donne un backlog de sujets à tacler. Il y a un quatrième point que j'ai pas mis, alors que c'est peut-être le principal finalement, mais ça vous permet de passer du temps avec vos équipes. Du coup, on a vu comment orienter. La question maintenant, c'est OK, comment on supporte son équipe. Spoiler alert, il y avait 2 outils dans le nom de cette présentation, Gemba. Comment on supporte? On supporte avec la journée Kaizen. Alors ça veut vraiment dire Kaizen. Kaizen, ça veut dire amélioration continue. Je crois qu'il y a un des 2 signes qui veut dire Zen. Donc on fait de l'amélioration continue, mais tranquillement. Parce que l'idée, c'est que ce soit un moment sympa. Une journée Kaizen, qu'est-ce que c'est? Une journée Kaizen, c'est l'occasion de s'arrêter. L'idée, c'est pas de s'arrêter quand on a autant de cailloux dans la chaussure qu'il y a de cailloux dans cette chaussure. L'idée d'une journée Kaizen, c'est de se dire il y a plein de petits trucs au quotidien qui nous saoulent. Moi, la question que je pose toujours quand j'essaye de définir un sujet de journée Kaizen avec une équipe, c'est qu'est-ce qui vous fait chier? Et c'est vulgaire, mais en fait, c'est là où on trouve les vrais sujets, parce que c'est là où les gens vont sortir les petits irritants, typiquement une CI trop longue, une CD trop longue, un flou d'alerte, on en reparlera après, une gestion des users. Par exemple, vendredi dernier, je faisais ça avec une équipe, et en fait, Emma, elle me dit « mais moi, j'en ai ras-le-bol tous les vendredis, je dois changer les groupes d'astreinte. On le fait via notre code Terraform, c'est organisé n'importe comment, et en fait, je passe 1h30, si ça se passe mal, à juste changer les groupes d'astreinte pour la semaine suivante. C'est relou. » Ok, on a trouvé un sujet de Kaizen. C'est le genre de truc, finalement, on ne l'améliore jamais. Là, on s'arrête une journée et on s'y file. C'est une occasion d'apprendre. L'idée de la journée de Kaizen, c'est pas, par exemple, si vous vous attaquez à des alertes, c'est pas de se dire « ok, j'ai trop d'alertes, cette alerte-là, elle me sert à rien, je la supprime ». Non, en fait, c'est vraiment de creuser la technique. C'est un sujet technique, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Mais c'est de creuser la technique et de comprendre, ok, pourquoi elle arrive et comment on fait pour qu'elle n'arrive pas sans la supprimer. Et dernièrement, une journée Kaizen, c'est accessoirement une méthode Lean. Il y a le Kaizen qui s'appelle le Kaizen 6 Step. Et l'idée, c'est de suivre ces étapes. Je vais les dérouler avec vous sur un exemple. Je vais vous raconter une histoire. En plus de Top Gear, je regardais le Père Castor quand j'étais petite. L'idée, c'est de partir d'un problème. Là, par exemple, c'est le Pareto des alertes qu'on a reçues sur les 4 derniers jours sur une infra. Donc, je crois qu'au total, il y en a 165. Donc, autant dire que l'équipe, elle ne regarde plus les alertes, parce qu'en fait, il y en a trop. Donc, on a fait un Pareto. Et de là, on peut définir un potentiel d'amélioration. Le potentiel d'amélioration, il doit être motivant, ça doit vous donner envie d'y aller. Donc on ne dit pas on réduit de 2% les alertes journalières, mais par contre, il doit être réalisable. Donc en fait, on ne se dit pas on va passer le nombre d'alertes à 0 ou à 10 par semaine quand on en a 160, parce qu'en fait, à la fin de la journée, il y a de grandes chances qu'on n'ait pas réussi. Et donc on se donne un objectif au début de la journée, donc ça s'appelle définir le potentiel d'amélioration. Ensuite, on analyse la méthode actuelle. On en revient un peu, c'est un outil de résolution de problème, on en revient au PISCAR. La méthode actuelle, l'idée, c'est de vraiment comprendre ce qui se passe. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. On avait je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on avait une alerte qui était trigger à chaque fois qu'il y a un pod Calico démarré sur un serveur. Et on en est vraiment allé à faire le diagramme de temps de qu'est-ce qui se passe quand un serveur démarre, quel pod démarre avant quel autre. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un timeout mal géré. Et ça nous a permis de vraiment comprendre la cause racine de cette alerte. Ensuite, l'idée, c'est de brainstormer, de générer des idées nouvelles. Un truc qui est clé sur cette slide, c'est de se poser la question du coût à réaliser, parce que vous n'avez qu'une journée pour le faire. Donc déjà, c'est est-ce que vous allez pouvoir faire le fixe que vous voulez faire, est-ce que vous allez pouvoir le faire dans la journée, mais de se poser aussi le coût en maintenabilité. Parce que là, par exemple, nous, dans notre cas, on avait une manière de fixer l'alerte, mais honnêtement, c'était un quick fix pas très propre. Par contre, on n'avait pas le temps de fixer l'alerte vraiment sur le long terme, parce que ça nécessitait de rentrer dans un process, de faire une PR sur un repo open source, etc. Et donc, du coup, l'idée, c'est que pour avoir du done, on a fait le quick fix, on sait qu'on l'a fait, et par contre, on a mis dans notre backlog le fait de tacler ça de manière plus pérenne. Et puis ensuite, globalement, 4, 5, 6, c'est se faire un plan pour l'implémenter, et puis 6, faire la feedback loop et voir si ça a marché. Les règles d'or de la journée Kaizen, j'en ai trouvé que 5. Il y en avait 7 pour l'autre, il y en a 5 pour celle-ci.
On creuse un problème tech. L'idée, c'est vraiment de donner de l'espace à votre équipe technique qui est au milieu de cycle delivery et de supprimer ces irritants. Pour info, on commence à tester les journées Kaizen sur d'autres entités de la boîte. Par exemple, récemment, il y a eu une journée Kaizen sur la facturation. La facturation, c'est un process painful. Ça tombe à chaque fin de mois. La question, c'est comment on fait pour rendre ça plus facile. Mais j'avoue que moi, en tant que CTO, je préfère m'attaquer à des problèmes techniques. Mais bon, un objectif ambitieux et atteignable, tu définiras. À comprendre, tu t'attacheras. Donc l'idée, c'est vraiment creuser. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de tunnel, et de se dire, je fais un ticket, je rentre dedans, et puis je ressors, on ne sait pas trop quand. La journée Kaizen, c'est quand même un peu l'occasion de faire ça, on ne va pas se le cacher. Des solutions long terme et court terme, tu trouveras. Si vous n'avez que des solutions long terme, essayez de trouver un quick fix quand même pour que la journée ait vraiment un impact. Si vous avez des solutions que court terme, demandez-vous si vous êtes en train de faire des trucs maintenables. Et derrière, à ton équipe, tu partageras. L'exemple que je vous ai montré, c'est sur l'équipe qui travaille pour la BPI. La BPI, ils sont une 8aine d'ops. C'est compliqué de faire une journée Kaizen avec 8 personnes. Là, on l'a fait avec 3 personnes. Par contre, le lendemain, vraiment, on s'attache à raconter ce qu'on a compris. Donc, on a eu un gros rex sur tout le diagramme un peu incompréhensible que je vous ai montré. L'histoire de partager la connaissance. Et puis, l'idée, c'est que prochaine journée Kaizen, ce soit pas, en l'occurrence, Guillaume et Kevin qui faisaient cette journée-là, mais ce soit une autre partie de l'équipe qui y participe. Du coup, si je devais conclure ces 45 minutes, l'idée, c'est que vous passiez du temps avec vos équipes sur le terrain. Pourquoi ? Vous devenez un meilleur manager. Vous n'êtes pas le manager qui, quand il vient vous voir avec une idée, vous dites, l'équipe se dit oh, il va encore avoir une idée, ça va nous saouler, ça va servir à rien, mais on va devoir le faire parce que c'est le manager. Là, vous avez un peu plus de chances que votre idée soit bonne et un peu plus de chances que votre équipe vous challenge. Parce qu'en fait, pourquoi vos équipes, elles se sentent comprises, elles se sentent écoutées, elles se disent, ok, en fait, elle vit pas au quotidien ce que je vis, mais par contre, elle me comprend et ça engage aussi plus facilement le dialogue. Et puis, dernier truc, on va pas se mentir, c'est que vous apprenez des choses techniques. Alors, du coup, quand vous ressortez d'une journée Kaizen, vous êtes un peu lessivé. Un Gemba, ça va, c'est 45 minutes. Mais c'est aussi l'occasion de se tenir à jour sur plein de choses. Et si j'avais un dernier conseil, vous avez déjà eu pas mal de recos de livres ce matin, mais un autre conseil que je peux vous donner, c'est de lire Learning to Scale. Ça a été écrit par Régis Medina, qui est un coach Lean. Moi, j'ai honnêtement eu toujours beaucoup de mal à lire des livres sur le Lean, parce que c'est pas mal théorique, pas forcément très digeste. Là, j'ai envie de dire, c'est écrit pour les millenniums, donc c'est assez facile à lire. Je vous le conseille, ça vous donne plein d'outils. Et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre.